Vous avez la première diapositive que je vous ai présentée, c'est vénerie et sacrifice rituel. Je veux d'abord insister sur le rite, puis sur le sacrifice, et pour finir, essayer de proposer un commencement d'explication. Vous avez que représente cette image. Elle représente un veneur de dos, ou du moins une partie de son dos, ou plus exactement une partie de son vêtement. En l'occurrence, il s'agit d'un vêtement de drap vert. Vous avez un ceinturon or et argent qui porte le couteau de chasse qui est suspendu au côté gauche du chasseur, et ce couteau est accroché à un bouton qui se trouve dans le dos. Chaque équipage possède son bouton. En l'occurrence, il s'agit d'un cerf et de la marque de l'équipage, mais ça peut l'équipage du poitou, mais ça pourrait être aussi la devise. Et d'ailleurs, il y a une analogie qui est faite entre le membre d'un équipage et le bouton de l'équipage, puisqu'on désigne le membre de l'équipage comme bouton, et non pas comme associé, on le désigne comme bouton. Les maîtres, le synonyme c'est aussi maître. Dans un équipage, il y a le maître d'équipage, mais il y a les maîtres, et les maîtres sont aussi appelés boutons. Alors, pour la question du rituel, je voudrais mettre un peu ceci sous le patronage d'une réflexion de René Girard, qui a beaucoup travaillé sur la question du rite, du sacrifice et de la chasse. Vous connaissez tous René Girard, qui était un ethno-anthropologue et philosophe, qui était professeur à l'université de Stanford et qui est mort il y a quelques mois. Et dans un ouvrage qui est un recueil d'articles qui s'intitule Le bouc émissaire, puisque l'une de ses théories essentielles est la question du bouc émissaire, la victime propitiatoire qui est sacrifiée dans l'objectif de pacification du groupe. Alors il désigne ainsi et donc il considère que le sacrifice du bouc émissaire fait l'objet d'un rituel qui est, d'ailleurs, il l'explique très clairement, est le pendant, une sorte de pendant de la chasse. Pour lui, la chasse est d'abord un acte religieux avant d'être un acte utilitaire. Il a eu une discussion, une polémique ce serait négatif, mais il a eu une discussion forte avec un archéologue sur cette question-là, Walter Burkert, Homo necans, rite sacrificiel et mythe de la Grèce ancienne, je ferai passer les tout à l'heure. Walter Burkert considérant l'inverse, il met la chasse avant le sacrifice, et en revanche, René Girard pose en premier le fait religieux, et donc le sacrifice avant la chasse. Alors que dit-il sur le rite? Il dit les rites sont des actions mystérieuses, certes, même et surtout pour ceux qui les pratiquent. Mais ce sont des actions délibérées, intentionnelles. Les cultures ne peuvent pas pratiquer leurs rites inconsciemment. Les rites sont bien des thèmes ou des motifs au sein du vaste texte culturel. Donc, cette phrase est essentielle parce qu'elle va essayer de nous permettre d'entrer en explication avec ce dont je vais vous parler. La question que je vais poser: comment se fait-il qu'un groupe de personnes civilisées puisse se réunir 4 mois par an à raison de 2 ou 3 fois par semaine pour procéder selon un rituel extrêmement codifié à la mise à mort d'un animal?
Pour moi, ça ne relève pas de l'acte gratuit, ça ne relève pas non plus, bien évidemment, de l'utilitaire, puisque les chasseurs, sauf exception, ne mangent pas le gibier, qui est lui-même distribué entre toute une série d'aides à côté, selon des habitudes qui sont clairement identifiables. Donc il y a quelque chose de ritualisé dans cette mise à mort. Quelle nécessité conduit à cette action répétitive? C'est la question que je me suis posée et qui pose aussi d'une certaine façon le bouc émissaire, la question du bouc émissaire. Quand on lit Gaston Phébus, qui est le plus ancien traité de la chasse, Gaston Phébus, qui par ailleurs était un homme violent, il faut le savoir, puisqu'il a quand même tué de ses propres mains son fils. C'était un homme extrêmement difficile et violent. Gaston Phébus explique dans son traité de la chasse que la chasse contribue à purifier les passions et à les calmer. Et c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. La violence individuelle démultipliée par le groupe s'annihile par l'acte même de la chasse. C'est une des raisons pour lesquelles la chasse à courre a été toujours considérée comme un acte assez religieux. La légende de Saint-Hubert vient un peu se situer à la fois en premier plan et en contrepoint de la chose. Alors, je voudrais vous montrer justement de façon visuelle, puisque je suis en train de parler de quelque chose que probablement vous n'avez jamais vu, je vais vous montrer quelques éléments de ce rituel pour insister sur le rituel essentiel, qui est moins le rituel de la mise à mort que le rituel dit de la curée, qui est une deuxième mise à mort. Alors, pour ça, il faudrait peut-être quand même éteindre, non? Sauf si nous sommes au tout commencement de la chasse. Un groupe de gens se réunit, s'habille selon un costume qui a été fixé progressivement à partir du XVIIe, XVIIIe et surtout au tout début du XIXe siècle, avec ce vêtement, une cravate, des gants, des bottes, des étriers naturellement, donc un mélange d'habits et de tenues d'équitation. Ils portent une trompe et chacun porte un couteau de chasse à la ceinture, dont il ne sert pas, mais qui est la marque de son statut de bouton. Vous voyez à côté un homme en noir. Cet homme en noir n'est pas bouton de l'équipage, c'est un invité. Seul porte le costume, le manteau plus le gilet, on ne voit pas le gilet ici, et aussi sur la cravate de chasse l'épingle de bouton. Seul porte tout cela, des boutons. Là, on est au premier grand moment de la journée, enfin le premier grand moment public, qui s'appelle le rapport. En réalité, c'est le moment où un groupe de personnes, dit les valets de limier, ayant fait le bois, viennent expliquer ce qu'ils ont vu en termes d'animaux au cours de la période qui a précédé. Alors, qu'est-ce que c'est que faire le bois ? 2 heures avant, grosso modo, le moment ou 3 heures avant le moment où le rapport a lieu, un groupe de chasseurs ou de non-chasseurs, on les appelle les valets de limier, vont se faire partager par le maître d'équipage et de façon extrêmement précise une partie du bois dont qu'ils vont explorer. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ce qu'ils vont voir, mais ils vont voir ou non des animaux, ils vont les voir par corps s'ils les voient effectivement physiquement, sinon ils les voient par vosselet, c'est-à-dire par les traces, les vestiges qu'ils auront laissés. Je fais une parenthèse
là-dessus, la théorie de l'historien Carlo Ginzburg sur la trace est claire. Cette question de l'investigation préalable du chasseur, de la même manière que le policier Conan Doyle, dit Ginzburg, ou l'historien travaille sur les traces documentaires, de la même manière, le chasseur va travailler lui-même aussi sur des traces. Et on peut considérer que cette chasse à courre n'ayant pas évolué, grosso modo, dans son principe depuis les temps primordiaux, la réflexion sur la trace constitue l'un des premiers grands moments de l'intelligence et de la réflexion humaine, puisque, j'en ai fait encore l'expérience samedi, j'étais avec quelqu'un qui, voyant un vosselet, c'est-à-dire l'empreinte d'un pied, d'un sabot dans la boue, me dit c'est un dicor, et vu la façon dont le pied est posé, il doit avoir de la fièvre. Il est malade. Donc c'est une série d'investigations, d'observations qui permettent de faire un certain nombre de déductions. Et ce que dit Carlo Ginzburg justement sur la trace et sur la réflexion de Conan Doyle permet d'éclairer tout ceci. Donc on est au moment où, alors après que le bois a été fait, les valets de limiers se rassemblent et participent à un solide déjeuner qu'ils ont bien mérité parce qu'ils sont levés depuis 5 heures du matin et qu'ils vont ensuite monter à cheval pour 5 à 6 heures d'affilée, sans manger. Donc, avant de monter à cheval, a lieu ce que l'on appelle le rapport, où les valets de limiers expliquent les uns après les autres, dos au public, mais face à l'équipage, ce qu'ils ont vu, et le maître d'équipage, vous voyez, c'est celui qui est un petit peu en avant, au centre de la composition, et le maître d'équipage va décider de ce que on va faire. Dans quelle partie du bois, vers quel animal, vers quel brisée on va se diriger. Alors, ici, j'ai choisi cette image pour vous indiquer le départ de la chasse, où on a le piqueux. Qu'est-ce que le piqueux? C'est un employé de l'équipage qui fait un peu tout. Il s'occupe essentiellement des chiens. C'est un très lourd métier que de s'occuper des chiens. Il faut s'occuper, vous verrez, de 130 chiens. Il les connaît par leur nom un par un. C'est lui qui leur apporte à manger. C'est lui qui s'occupe de procéder aux accouplements, de mettre bas les chiennes, etc., etc. C'est un travail. Il connaît parfaitement le bois. Il sait très bien monter et il sait très bien sonner de la trompe. Ici, il entonne le départ de la chasse. L'image suivante nous permet d'entrer un petit peu en contact avec ce dont je vais vous parler, puisque la question qui nous rassemble ici est celle du loup-garou. Et pour moi, j'abats tout de suite mes batteries, je pense qu'il y a une analogie entre le chasseur, le chien, et le loup-garou. Vous verrez comment. En tout cas, vous verrez, ici, je vous montrer cette image pour montrer la fraternité extrêmement affectueuse qui règne entre les chasseurs et entre les chiens. Ces animaux sont des très très beaux animaux, fins, intelligents, calmes, doux. Ce sont de vrais professionnels. Ils n'ont pas besoin ni d'hurler, ni de mordre, ni d'être violents pour effectuer leur travail. Alors, là-dessus, la chasse se déroule. Je n'entre pas dans le détail de la chasse, je ne veux pas en parler. Vous imaginez que la mise à mort a eu lieu au cours d'une phase qu'on appelle l'hallali. L'hallali se fait de deux façons, ou bien c'est un hallali courant où debout l'animal meurt d'emblée tout seul, ou bien il est cerné et il est servi, c'est-à-dire qu'il est tué.
d'un coup dans le cœur, généralement pas plus, un deuxième en cas maximum, il meurt tout de suite. Pour les esprits avertis, je signale qu'un animal à la chasse meurt beaucoup plus vite qu'un animal à l'abattoir, puisque aujourd'hui, un bœuf met 10 minutes à mourir, puisqu'on ne l'assomme pas, et qu'on le coupe en morceaux avant qu'il soit mort. Donc c'est des conditions qui sont beaucoup plus inhumaines qu'à la chasse. Alors, une fois que l'animal a été tué, on le rapporte dans un lieu qui est toujours le même, qui ressemble à une sorte de clairière circulaire, et on va tout d'abord, après avoir enlevé les morceaux que l'on veut garder et distribuer, c'est-à-dire généralement les 2 cuisseaux, le filet et les épaules, on va conserver tout le reste, entrailles, côtes, échine dorsale, et on va revêtir le tout de la nappe et du trophée, c'est-à-dire les bois avec la tête de l'animal. Et puis ceci va être la nourriture des chiens, c'est leur stimulant, c'est ce qui va les conduire à vouloir chasser à nouveau la fois d'après. Et au moment de la curée, puisqu'on est en train d'entrer dans ce rituel qui est la curée, au moment de la curée, on va retirer la nappe pour découvrir au nez des chiens ce qu'ils devront manger. Donc dans une chasse à courre, vous avez 2 morts. Une mort réelle, qui correspond à la lalie, et puis une mort ritualisée, recomposée, qui est la curée. Et vous allez voir comment. Tout ceci doit se passer dans l'ordre le plus total. Vous avez les chiens qui sont là, une cavalière qui n'est autre que la femme du piqueux, enfin la 3e femme du piqueux, parce que la vie de piqueux est une vie quand même complexe qui demande tout de même des habitudes. Il vit dans le cœur d'un bois avec des chiens. Ça sent pas nécessairement très bon, du moins pour les narines d'aujourd'hui. Et on ne peut pas se faire remplacer. Donc voilà, il a trouvé sa 3e femme qui manifestement a pris un vif goût à la chose. Et c'est ici de mettre les chiens en boule. C'est-à-dire qu'on doit rassembler les chiens sous le nez de la carcasse, de façon qu'ils soient parfaitement disciplinés. Vous constatez que malgré l'aide de la jeune fille qui est de l'autre côté, ça ne marche pas très bien. En tout cas, ça ne marche pas aussi bien que quand c'est le piqueux lui-même que les chiens connaissent parfaitement. Et vous voyez qu'ici, les chiens sont parfaitement rangés et n'attendent qu'une seule chose, c'est que le fouet se lève pour se précipiter sur les restes du cerf. C'est le fait de lever le fouet qui donne ordre aux chiens, instruction aux chiens de se diriger vers le cerf. Alors, pendant ce temps-là, pendant que les chiens sont sous le fouet, ils sont en boule sous le fouet, un autre personnage, ça c'est c'est quelqu'un qui est aussi dans la proximité familiale du piqueux, parce que tout ceci est un peu tribal, remue les bois de façon à faire comprendre aux chiens que l'animal est toujours en vie, ou à nouveau en vie, de façon à stimuler leur ardeur. Et puis, in extremis, il va y avoir quelque chose d'extrêmement ritualisé, très organique, très synchronisé. On va retirer la nappe au moment même où le maître d'équipage lève le fouet. Alors dans l'équipage qui est aussi représenté, l'originalité est qu'il y a un maître d'équipage et un président de l'équipage. Le maître d'équipage
dirige la chasse, mais le président accomplit les rituels les plus significatifs en direction du public. Donc comme j'ai mélangé plusieurs chasses, vous le verrez tantôt en habit de chasseur, tantôt sans habit. Alors ici, vous voyez, il est en train de contenir les chiens, et puis dans quelques instants, les chiens vont se précipiter sur les restes de l'animal, ce que vous avez là, pendant que tout autour, l'assistance forme cercle. Alors qu'y a-t-il dans l'assistance? Il y a les boutons naturellement, il y a les invités, et on trouve aussi un groupe de personnes que l'on désigne du nom de suiveurs. Les suiveurs, ce sont des personnes de toute origine et de tout milieu, tantôt des voisins, des gens de la campagne, des gens qui font ça toutes deux fois par semaine, des invités. Ils suivent les uns à pied en courant, les autres en bicyclette. Les vieillards ont maintenant des bicyclettes électriques. Et d'autres circulent aussi en voiture, mais ceux qui ont des voitures ne vont pas très loin, puisque les voitures ne sont pas autorisées dans la plupart des parties du territoire de la chasse. Alors, les chiens se précipitent et vont s'employer à dévorer, sans trop de difficulté, la carcasse de l'animal. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez constater que le maître de l'équipage, le président de l'équipage, pince du nez. De fait, ça ne sent pas très bon. Pourquoi? Parce que ce qu'on donne à manger, ce sont les viscères, lesquelles sont pleines d'herbes, de suc gastrique, et ça répand une odeur, je dirais, pour faire chic, assez archaïque, si vous voulez, sur ce sol qui est, d'une semaine sur l'autre, un peu rouge de sang. Alors, une fois que ce rituel est effectué, pendant ce temps-là, les trompes ont sonné la curée. Je n'entre pas dans les détails des sonneries de trompe qui constituent quelque chose à part et qui nous éloignerait un peu de notre question. Pendant ce temps-là, un autre rituel intervient, c'est le rituel des honneurs. Les rituels des honneurs, en quoi ça consiste? Le piqueux prélève l'antérieur gauche de l'animal, en garde la main, les doigts, le sabot, et on retire les os longs, tresse la peau, et ceci va faire cet objet qu'on va fixer ultérieurement qu'on va conserver, va faire l'objet d'un petit cérémonial. Ce cérémonial est toujours le même. Vous voyez le président de l'équipage qui se dirige vers quelqu'un. Le piqueux a mis sur sa toque le pied, puisque c'est ainsi qu'on le désigne. Vous avez noté que le piqueux incline la tête. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était qu'il se concentrait dans l'objectif d'éviter que le pied en équilibre instable sur la toque ne tombe. Mais pas du tout. J'en ai eu la confirmation en voyant une photo représentant une cérémonie au Sénat, où on voyait un huissier inclinant sa tête exactement de la même façon. C'est un signe de respect qui doit remonter probablement aux sociétés curiales. Pour ce qui concerne le Sénat, vous savez que le rituel du Sénat a été constitué au moment de la Chambre des Pairs pendant la première Restauration, à l'imitation de ce qu'on voyait en Grande-Bretagne. Donc l'huissier incline sa tête exactement sous ce même angle devant le président du Sénat lorsqu'il passe. Et là, le piqueux, accompagnant le président et le maître d'équipage,
par respect pour l'invité ou la personne qui va recevoir les honneurs du pied, puisque c'est ainsi qu'on dit, incline la tête. Alors, le pied est remis soit à un sémillant invité, vous voyez qu'il est habillé de noir, il porte, on lui a dit qu'il fallait pour le reste ne pas porter, il ne porte pas le gilet naturellement puisqu'il n'est pas membre de l'équipage, mais il porte des gants blancs, il porte une cravate blanche qui est nouée d'une certaine façon. Et bon, il s'est distingué pendant la chasse, on lui fait les honneurs, on lui remet le pied, qu'il va ensuite... alors que va-t-il faire dans un deuxième temps, une fois qu'il aura eu les honneurs du pied? La première chose à faire, c'est qu'il va remettre une pièce au piqueux, c'est-à-dire que pour chaque pied donné, le piqueux reçoit une somme d'argent qui n'est pas anodine et qui lui permet d'arrondir un peu ses fins de mois. Partie de l'économie de la chasse, effectivement, se fait en souterrain par ce genre de bonne main. Et ensuite, il va aller chez un taxidermiste pour la faire naturaliser et la fixer sur une planchette, et il va faire disposer une plaque de cuivre sur laquelle sera inscrit le nom de l'équipage, la date et le lieu de la chasse. Et s'il veut dépenser un peu plus d'argent encore, il mettra que les honneurs ont été remis par monsieur X à monsieur Intel tel jour. Mais généralement, on se contente de mettre les 3 indications succinctes parce que la gravure des plaques sur cuivre devient coûteuse. Donc là, on a un invité qui est distingué. Là, on a une cavalière, c'était son anniversaire. Donc on lui remet aussi le pied. Vous voyez le pied qu'elle a dans la main gauche. Alors, après que les honneurs du pied ont été achevés, ça c'est une congratulation qui est juste après la chasse, on sonne, on continue de sonner en double chœur, en 2 chœurs, le chœur des maîtres et le chœur des piqueux. Ce qu'on appelle le chœur des piqueux, ce sont sous la direction du piqueux, un certain nombre de sonneurs qui ne portent pas l'habit, qui d'ailleurs généralement s'entraînent très régulièrement et sonnent mieux que les maîtres, et font dialogue avec les maîtres. Donc là, on peut imaginer qu'on est en train de sonner l'une des dernières sonneries de ce rituel, qui est l'adieu des maîtres, en dialoguant avec l'adieu des piqueux. Ainsi se termine la chasse, et le maître d'équipage qui avait annoncé le rituel de la curée par une phrase sacramentelle « Le défunt, messieurs, le défunt est prêt », termine la cérémonie en disant « Rendez-vous tel jour, telle heure, en tel endroit ». Je vous montre, c'est le dernier élément de mon PowerPoint, je vous montre le chenil. Vous voyez que, vous voyez les chiens, vous voyez quand même, il y en a un bon nombre, il y en a tous 130, ils ont chacun un nom, et le piqueux les connaît tous un par un, les appelle et ils répondent. Ils sont pourtant assez semblables les uns les autres. Et vous voyez accroché au niveau sous les tuiles, vous voyez accroché un antérieur. C'est l'autre antérieur qui est accroché là, et qui est pour chaque cerf, qui est aussi gardé, et dont je me suis longtemps demandé quelle pouvait être la signification. Et nous allons en reparler maintenant, parce que manifestement, ça en a une. Alors, est-ce qu'on peut... Le PowerPoint est fini. Est-ce qu'on peut rallumer? Je pense que vous avez pu maintenant avoir une vision à peu près claire de ce dont je voulais parler à travers ces quelques images.
Mon premier point sera pour dire que cette chasse, donc, que vous n'avez pas vue, constitue un type d'action sur la nature qui refuse soigneusement la modernité, puisqu'on n'y trouve pas d'armes, on se déplace à cheval et ou à pied, et la seule méthode que l'on emploie, ce sont des méthodes d'encerclement et d'épuisement. Le son sert comme moyen d'information collective. Les sonneries disent où est le cerf, quel type de cerf c'est, ce qu'il faut faire, etc. Et en dehors du son, la reconnaissance des traces permet aussi de se repérer. Tout ce qui est téléphone portable est évidemment soigneusement proscrit, et les vélos et les voitures sont limités à la catégorie de personnes qui, en tout état de cause, ne chassent pas. Bon. Ne participent pas à l'action de chasse, comme on dit. Donc, malgré une esthétisation progressive de ce mode de chasse, au moins depuis, mettons, Gaston Phébus, et l'esthétisation qu'on peut ponctuer pour le costume à partir du XVIIe ou XIXe siècle, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce qui concerne les sonneries de trompe à partir aussi du XVIIe, début XIXe, pour ce qui concerne l'amélioration des chevaux, essentiellement à partir du XIXe, des chiens, c'est à partir du XVIIe, XVIIIe et XIXe aussi. Malgré une amélioration progressive et une esthétisation progressive, on peut penser que la méthode, la vénerie, remonte dans ses usages à des techniques héritées de l'âge de pierre. On peut l'interpréter comme un conservatoire de pratiques archaïques dont on a oublié le sens et qu'on ne perçoit plus. Alors, l'une des opérations importantes dans la chasse, c'est la désignation, la reconnaissance des traces, ce que l'on appelle les brisées. C'est la trace qu'a pu laisser tel animal, l'empreinte qu'il a pu marquer sur le sol, on appelle ça un vosselet, ça s'écrit V-O-L-C-E-L-E-S-T, probablement une transformation de l'interjection « voilà, c'est lui ». Ces vosselets sont généralement à peine lisibles et doivent être décryptés. On a des traces. Le rapport constitue donc le rassemblement de toutes les informations des vallées de lignée, et ces informations sont présentées en deux temps. D'abord de façon informelle, en discussion à bâton rompu au cours du repas, puis de façon cérémonieuse au cours du rapport, puisque dans certains équipages, les usages qui étaient encore en place il y a une vingtaine d'années se maintiennent. Tout valet de limier, qu'il soit maître ou pas, se découvre devant le maître d'équipage au moment où on lui demande de dire ce qu'il a vu, dit « Monsieur », et alors là, il emploie il s'exprime toujours au présent. Il ne dit pas qu'il a fait une action, il l'a fait. Je fais le bois dans telle partie, je vois 2 cerfs encore. Alors 2 cerfs encore, c'est au RPS, ça veut dire qu'il les voit, effectivement, ou au contraire, il voit des brisées. Bon. Donc, et puis il se recoiffe une fois qu'il a parlé. Donc ça peut se faire de façon formelle, voire cérémonieuse, et le maître d'équipage prend ensuite une décision et lui seul la prend.
Ceci me met en rapport avec un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant d'Evelyn Lott Falk, F-A-L-C-K, que je vais vous faire passer. Evelyn Lott Falk était l'une des 3 filles de Ferdinand Lott, l'historien de la Gaule. Elle avait épousé une dame russe, et l'une d'entre elles, elle avait eu 3 filles, et l'une a épousé Marianne Mann Lott, qui était une historienne du monde amérindien au XVIe, XVIIe siècle. La seconde avait épousé un Russe qui s'est engagé très vite, j'ai oublié son nom maintenant, très vite dans le réseau du Musée de l'Homme, et donc qui a été dénoncé et mort, a été fusillé par les Allemands. Et la troisième a épousé un monsieur Falk dont je ne sais rien. Elle a appris toute une ribambelle de langues des tribus sibériennes, et elle est allée faire l'ethnologue en Sibérie. Et elle a étudié les rituels de chasse, en particulier. Et elle insiste sur le rôle du chaman dans le rituel de chasse. Le chaman est un intermédiaire entre le groupe des chasseurs et le gibier. Il est en relation directe avec l'esprit des animaux, qui est une entité abstraite, comme son nom l'indique, l'esprit des animaux, c'est-à-dire c'est pas le dieu des animaux, c'est l'abstraction des animaux, et l'esprit des animaux lui indique la trace, la piste, la brisée de l'animal qu'il faut chasser pour remporter le succès et donc pouvoir nourrir, puisque c'est là l'enjeu, telle partie de la tribu. Et la fin donc du rapport, le moment décisionnel du maître d'équipage est à mettre en rapport avec ce comportement du chaman qui dicte au chasseur l'endroit où il faut se rendre. Seulement voilà, le chaman est parfaitement conscient du fait que l'esprit des animaux, lorsqu'à la fin de la chasse va compter les animaux et découvrir qu'il en manque un, puisque celui qui aura été tué, l'esprit des animaux sera mécontent. Il faut donc apaiser l'esprit des animaux. Pour apaiser l'esprit des animaux, il faut honorer l'animal qui a été tué. Et je pense que la curée, dans son rituel, correspond à une façon d'honorer l'animal. Le défunt est prêt, et lorsque la curée est finie, lorsque tout est pacifié, lorsqu'on suppose que l'esprit des animaux est content, eh bien, on comprend qu'on a le droit de chasser une seconde fois, de chasser à nouveau. C'est la raison pour laquelle le maître d'équipage, dernière parole, mesdames et messieurs, l'équipage se réunira mardi prochain à tel endroit. C'est une sorte de confirmation que le rituel de la curée a obtenu, a été efficace. Voyez. Pour honorer l'animal tué, il ne suffit pas que les funérailles aient ce caractère ritualisé. Il faut aussi, explique Evelyn Lott, qu'on en conserve les os longs. Bon, ceci est à mettre en rapport avec des découvertes des préhistoriens qui ont découvert des amoncellements d'os longs d'animaux dont ils se demandaient ce que ça pouvait bien signifier. Eh bien, pour moi, le fait de prélever l'antérieur droit pour les honneurs, l'antérieur gauche pour le mettre au-dessus du chénil
et puis bien entendu les bois et éventuellement le bucrane, correspond à cette forme de ritualisation, de création d'une sorte de storothèque. On a, par ce moyen, garanti le respect que l'on doit à l'animal tué et apaiser l'esprit des animaux. On a déjà apaisé l'esprit des animaux au moment de la curée, mais déjà avant. Je veux dire quelques mots à propos de l'hallali. Au moment de la mise à mort, au moment de la mise à mort, pendant que le maître d'équipage va servir le cerf, lorsque l'animal est mort, on sonne l'hallali et les cavaliers se découvrent en signe de respect pour le mort. On honore ainsi l'animal de chasse, la bête de chasse, en appréciant la manière dont il s'est battu. Et cette mort physique fait pendant à cette mort physique va faire pendant la mise à mort symbolique suivie des funérailles. Alors, dans cette affaire, quel peut être le rôle des chiens? Mon hypothèse, comme je vous le disais en premier, est qu'ils sont le substitut du chasseur. Le chasseur prélève rarement la viande et le gibier. Il le donne soit au personnel, soit aux personnes qui ont rendu un service pendant la chasse, soit à des propriétaires riverains. La chasse ayant frôlé tangentiellement une propriété pour garantir les relations de bon voisinage, on va lui offrir une partie du cerf et comme ça il sera content et il n'aura pas à dire que l'on a porté atteinte à son droit de propriété qui est ce sur quoi les ruraux sont extrêmement sensibles. Donc on pourrait se demander, dans le fond, si le chasseur ne mangerait pas l'animal par l'intermédiaire des chiens. Ce qui permettrait de s'expliquer dans le contexte de la fraternité qu'il y a entre les chiens et les chasseurs. Ces chiens, ils sont je vais mettre le diaporama à un endroit. Ces chiens font l'objet d'une sélection rigoureuse sur un ou deux siècles d'affilée. On améliore, on a 3 ou 4 croisements en France et on a commencé déjà à opérer cette sélection biologique à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Ils vivent dans des conditions de vie remarquables, très propres, très hygiéniques. C'est indispensable. C'est indispensable d'être en chien en chambre. S'ils attrapent une angine, s'il en attrape une angine, ils sont 30 longs tout de suite et il n'est plus question de chasse pendant des mois. Ils possèdent une belle esthétique, comme vous pouvez le voir. Et le chasseur connaît chacun des chiens par le
par son nom. À la fin de la chasse, vous avez l'appel du piqueux, le piqueux avec une planchette sur laquelle se trouve la liste des chiens, fait l'appel de chaque chien, et s'il en manque, c'est évidemment un drame, parce qu'il est indispensable de les retrouver. Donc il faut faire parfois des kilomètres pour essayer de les récupérer. Et pire encore, si l'animal est blessé, par exemple, ça arrive assez fréquemment au cerf ou au sanglier, si l'animal a été éventré, bon, il est indispensable de le rapatrier très vite, de le maintenir au chaud, de le recoudre tout de suite, de façon à ce qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible. Vous voyez que sur l'animal qui est de face, qu'il porte un chiffre qui est fait avec un instrument qui tond le poil, et qui porte des initiales. Ici, c'est HP, qui signifie Haut Poitou. Cette marque est évidemment indispensable si le chien se perd ou si, lorsque deux équipages chassent ensemble, vous avez deux meutes différentes. Il faut que chacun puisse retrouver les siens. À l'arrivée, c'est quand même plus facile si chaque chien porte la marque de l'équipage. Alors, comment interpréter cette idée que le chien puisse être le substitut de l'homme? Il faut se référer à ces deux ouvrages extrêmement passionnants. L'un de René Girard, qui s'intitule « Sanglantes origines », qui dialogue avec Walter Burkert. Le livre Madame Falk est passé où? Il va peut-être le faire passer de l'autre côté. Et puis l'autre, c'est l'Homo necans de Walter Burkert. Ça s'est passé par ici. René Girard donne l'idée de ce que peut être la chasse primordiale, la première chasse. Il explique que lorsque l'homme, longtemps végétarien, on a eu assez de manger des protéines végétales, ce qui dans la Bible est caractérisé par l'époque de Caïn, si vous voulez, et qu'il va vouloir manger des protéines animales, de la viande, et entre le moment où il change d'alimentation et le moment où il va se livrer à l'élevage, et Abel est un éleveur. Parmi les conflits, les figures de conflits entre Caïn et Abel, il y a un conflit de civilisation entre ceux qui vivent de récolte et ceux qui vivent d'élevage. Entre les deux périodes, entre ces deux phases, il y a une très très longue phase, très très longue, au cours de laquelle il va falloir domestiquer des animaux. Et néanmoins, la domestication des animaux, ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau, ça prend un temps infini. Et avant que, pour René Girard, la première phase, la première rupture alimentaire va se caractériser par une chasse, non pas à l'animal sauvage, parce que l'animal sauvage, c'est quand même difficile à atteindre, mais la première chasse, ça va être la chasse de l'homme, la chasse à l'homme. Un groupe d'hommes va prendre en chasse le plus jeune, le plus fragile,
le plus facile à abattre va le tuer et va le manger. Il commencera, et ceci est assez éclairé par les propos tirés de la mythologie qu'analyse Walter Burkert, il va commencer par manger les tripes, puisque c'est ce qui se conserve le moins, et il mangera dans un second temps les membres. C'est exactement ce que l'on a à la chasse à courre. Les chiens vont manger les tripes, et les côtes, etc., le reste, mais les membres sont gardés pour une consommation ultérieure. Donc on peut, cette hypothèse que forme René Girard, de la première chasse comme une chasse au semblable, trouve sa confirmation dans les récits mythologiques qu'analyse Walter Burkert. Walter Burkert explique par exemple que Athamas, A-T-H-A-M-A-S, fils d'Éole, roi de Béotie, puis roi de Thessalie, dans un moment de folie, prend son fils Léarque pour un cerf, le pourchasse et le tue. Et il devient fou. Il a la rage du loup. Car dans toute cette histoire, vous voyez apparaître le loup. Subsidiairement l'ours, mais d'abord le loup. Il a la rage du loup. Je fais une toute petite parenthèse. La rage et la maladie qui, en arrière-plan de tout ça, constituent une menace permanente. La rage est dans la nature, s'obtient par morsure, et la rage est l'une des rares maladies qui soit totalement non guérissable. Sous l'Ancien Régime, par exemple, on admet in petto qu'on peut euthanasier un enragé. Par contre, on n'euthanasiera pas un pestiféré, parce qu'un pestiféré peut finir par guérir. Mais un euthanasié, on voit des cas où c'est possible. Pour comprendre pourquoi, je vais faire un excursus dans l'excursus, mais pour comprendre pourquoi le geste de Bonaparte à Jaffa, qui a consisté à donner du laudanum aux pestiférés pour abréger leurs souffrances, a fait scandale, au point que les Anglais en ont fait toute une opération polémique anti-Bonaparte. Eh bien, il faut savoir, Bonaparte faisait ça sur la vie de son médecin Larrey. Sur la vie de Larrey. Il faut savoir ça, c'est qu'en fait, on n'euthanasie pas un pestiféré. Ça ne se fait pas. Il peut guérir. Un enragé, jamais. Donc la rage est omniprésente. Et la rage, d'où le rôle thaumaturgique à partir de la fin du Moyen à la fin de l'an 1000 de saint Hubert, qui est le saint thaumaturge de la rage. La bénédiction des chiens le jour de la saint Hubert comporte une longue prière dans laquelle il est explicitement dit qu'il faut protéger les chiens et les chasseurs de la rage. Donc, quand on dit que Athamas devient fou parce qu'il était atteint de la rage du loup, c'est à prendre au sens propre. Il a été pris de cette maladie terrible, qui a des rémissions, qui croit qu'on est guéri, et puis qui repart de plus belle, et qui finit par
épuiser l'individu. On appelle ça aussi la maladie de l'hydrophobie. Alors ça, c'est une première histoire. La deuxième histoire est celle de Lycaon, que raconte aussi Walter Burkert dans son livre. Lycaon, ça veut dire loup. Tout ce qui est LYC, c'est le loup. Le mont Lycée, c'est le mont des loups. Comme par hasard, le lycée, c'est là où il y a les petits loups. C'est pas un hasard non plus si chez l'inventeur du scoutisme, on va parler de louveteau. Il y a une analogie forte entre le loup et l'homme. Autolykos, le grand-père d'Ulysse, porte un nom de loup, ça veut dire loup par excellence. On a encore d'ailleurs des gens aujourd'hui qui portent des noms de loups. Virlouvé, ça veut dire petit loup-garou. Et Autolykos a initié son petit-fils Ulysse à la chasse. Et si vous vous souvenez peut-être des choses moins confusément que moi, eh bien vous vous rappelez que partant chasser avec ses oncles, le sanglier, Ulysse a été blessé à la chasse par un sanglier, ce qui a produit la cicatrice que sa nourrice Euryclée a reconnue ultérieurement, bien fondée de la chasse. Donc Lycaon porte un nom de loup. Et Lycaon, à un moment que Zeus et Mercure viennent lui rendre visite, se croit obligé, pour l'honorer, de lui donner à manger des parties humaines. Mais Zeus est absolument contre le cannibalisme et va châtier extrêmement sévèrement Lycaon. Tout ceci se passe en Arcadie, et pour commémorer l'événement, chaque année, des jeunes hommes, car la chasse primordiale, évidemment, n'est pas une chasse mixte, comme aujourd'hui, c'est une chasse où il n'y a que des hommes, se rassemblent et, dans un grand chaudron, mangent un ragoût fait d'animaux, mais aussi, on y trouve aussi de la viande humaine. Si d'aventure, celui qui mangera une partie de la chair humaine va se transformer en loup-garou. Si il ne fait rien de particulier dans la période qui suit, il reprendra sa forme naturelle. Si en revanche, il se comporte en loup-garou, alors il restera loup-garou. Donc, on voit un repas rituel à l'issue de la chasse, avec le chaudron tripode. Il est question de tripes, de mélange de chair humaine et de chair animale, et à l'issue de ce repas rituel, des orgies sexuelles. Qui a-t-on mis dans la marmite ? Eh bien, c'est là que reviennent les théories giraldiennes. Qui a-t-on mis dans la marmite ? Eh bien, un semblable, un individu dont la mort va garantir la solidarité du groupe. Cet acte indicible qui consiste à tuer puis manger son semblable va donner une marque de reconnaissance au groupe. Il me semble que dans la curée, le cerf, qui est traité pendant la chasse comme une sorte de frère,
que l'on tutoie, que l'on invective, que l'on insulte, le cas échéant, que l'on apprécie au contraire, s'il a très bien fait un très très beau parcours. Eh bien, au cours de la chasse, le cerf est une sorte de substitut de cette victime humaine et le chien devient le substitut du chasseur. Ceci est complété, confirmé par un ouvrage tout à fait passionnant de Bertrand L., un ethno-anthropologue, qui s'intitule « Le sang noir, chasse, forêt et mythe de l'homme sauvage en Europe ». Il fait une analogie, un rapprochement entre le vampire et le loup-garou. D'ailleurs, j'avais commencé à m'intéresser à la question du vampire et j'en suis vite arrivé à m'intéresser au loup-garou. Et je lis page 187, une petite citation comme ça qui vous permet de comprendre un certain nombre d'arrière-plans. L'Église, pas plus qu'elle ne doute de la métamorphose en loup-garou cannibale de l'homme possédé, ça fait partie des questions de sorcellerie, elle ne remet en cause l'existence des vampires et autres fantômes assoiffés de sang. De fait, quand le grand savant bibliste Don Calmet écrit sa dissertation sur les vampires, il fonde sa démonstration ainsi. Il s'agit de faire comprendre aux gens du XVIIIe siècle que les anges existent. Et pour faire comprendre que les anges existent, il leur dit, mais l'existence des vampires est indubitable. Les anges et les vampires n'ont pas une semblable nature. Les vampires sont à moitié hommes et à moitié démons. Les anges sont d'essence divine. Et c'est cette hiérarchie des êtres, explique donc Calmet, depuis l'homme jusqu'à Dieu, en passant par les vampires et les anges, qui doit vous faire comprendre et vous empêcher de douter de l'existence des anges. C'est un raisonnement qui doit être mis dans le contexte de l'époque. Je dis, Don Calmet, c'est l'un de les premiers qui ont commencé à étudier la Bible de façon scientifique, et il se situe à l'époque des Lumières. Et elle fait aussi un rapprochement entre le loup-garou et l'enragé. L'enragé parce que l'enragé, d'une certaine façon, dans un contexte où on ne sait pas distinguer la maladie, est atteint de possession. À l'abbaye de Saint-Hubert, dans les Ardennes, confluent depuis les années 900 jusqu'en 1900, ça s'est arrêté à peu près en 1900, pendant 1000 ans, arrivent de toute l'Europe des enragés. Des enragés, alors qu'est-ce qu'un enragé ? Bon, il y a les vrais enragés, il y a les épileptiques, il y a les possédés, il y a les exaltés, et tous ces gens vont invoquer Saint-Hubert. On va leur faire subir une cure assez particulière, et certains vont revenir guéris. Évidemment, ceux qui n'ont pas la rage, en particulier. Et ceci va cesser en 1900. C'est grosso modo au moment où le vaccin de Pasteur commence à fonctionner de façon efficace. Ceci étant,
dans les années 1880, je ne sais plus exactement quand, 6 Russes arrivent par chemin de fer jusqu'à l'Hôtel-Dieu de Paris pour être soignés par Pasteur, et leur souffrance se prolonge de façon épouvantable. L'un demande à être euthanasié, il meurt tout seul, et les autres vont être euthanasiés par Pasteur, qui va convoquer, on raconte rarement ça dans la vie de Pasteur. Pasteur convoque le pharmacien de l'Hôtel-Dieu et leur administre un certain nombre de drogues. Bon, tout ça va se répandre évidemment en Europe à l'époque, et le journal Le Pèlerin va dire, après tout, si ces Russes étaient allés à Saint-Hubert plutôt qu'à l'Hôtel-Dieu, ils auraient peut-être été guéris. Voilà, donc, et puis en 1904, les derniers enragés se rendent à Saint-Hubert, c'est alors fini. Donc il y a un lien entre le loup-garou cannibale, le vampire, et puis, d'une certaine façon, l'enragé. Je voudrais encore dire 2 ou 3 choses sur cette question-là. Les cas de maladies mentales par lesquels des individus, hommes ou femmes, se prennent pour des loups-garous, ces cas-là ont été identifiés au fil du temps. Bon, il y a Freud qui en a fait un récit célèbre, L'homme qui voyait des loups blancs. Bon. Mais il y en a d'autres. Et ce que l'on appelle la lycanthropie reste tout de même un phénomène qu'on continue d'observer plus ou moins, évidemment avec une certaine suspicion, mais que l'on rencontre dans l'histoire. Si vous tapez sur Google « lycanthrope célèbre », vous en aurez. Hein. Et en particulier, il y en a 2 en particulier, il y en a un en particulier qui est connu, c'est le fils du grand Condé, Henri-Jules de Bourbon-Condé, qui était un espèce de nabot contrefait très laid, que l'on surnommait le singe vert. Et le singe vert avait des crises de démence au cours desquelles il battait sa femme, laquelle supportait avec d'autant plus de courage ses actions que, en fait, c'était quand même la très très haute société, qu'elle arrivait couverte de plaies de bosse régulièrement et qu'il fallait qu'elle prenne ça avec une certaine distance. Donc Saint-Simon dit: on disait tout bas qu'il y avait des temps où tantôt il se croyait chien, tantôt quelque autre bête dont il imitait les façons. Et on attribuait cette maladie à l'hérédité de sa mère, Claire Clémence de Maillé-Brézé, qui était morte folle. Bon. J'en viens à penser aussi qu'on pourrait mettre en rapport les névroses de Philippe V d'Espagne. Vous savez que Philippe V d'Espagne était atteint régulièrement d'insomnie. C'est la raison pour laquelle il avait suivi le conseil de sa femme qui lui avait demandé de faire venir Farinelli pour lui pousser la chansonnette la nuit. Farinelli, dans ces jours-là, ces nuits-là, circulait dans son palais, disent les témoignages, en poussant des hurlements, des ululements. Quelque chose qui est quand même assez proche de la lycanthropie. Et de façon plus bénigne. Et il avait une manie aussi, il ne supportait pas dans ces jours-là que les pendules sonnent de façon décalée. Donc il faisait la guerre à ses horlogers pour que les 300 ou 400 pendules du palais sonnent exactement en même temps. Moi je pense qu'on peut mettre les névroses de Philippe V d'Espagne
dans le même ordre d'idées que celle de Henri-Jules de Bourbon-Condé. Et puis pour finir, la littérature, parce que je dis pour finir parce que j'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça, c'est un peu des hypothèses que je pense, que je lève là. La littérature est assez prolixe sur cette question du loup-garou et de la chasse. Pour moi, l'un des livres les plus explicites en la matière, c'est de Jean Giono, Un roi sans divertissement. D'ailleurs, il avait été très marqué par ce qu'il avait appris à propos de la bête du Gévaudan. Je vous rappelle quelques événements concernant Le roi sans divertissement. C'est un livre qui est paru en 1947. L'action se situe entre 1843 et 1848, à la fin de la monarchie de Juillet, dans le territoire des Hautes-Alpes, ou quelque part par là, dans les contrées les plus sauvages du Dauphiné. Le capitaine de gendarmerie Langlois vient enquêter sur des crimes qui sont perpétrés par un tueur mystérieux, que d'ailleurs qui n'est pas désigné dans le roman, qui tue et emporte ses victimes dans un arbre. Cet arbre, il est extrêmement remarquable, c'est un espèce de... Je crois que c'est un platane, mais ça pourrait être aussi un de ces grands faillards que l'on trouve par là, qui ont des troncs de 3 mètres de haut, extrêmement épais, une plateforme, et puis les branches partent à partir de là. Donc au niveau de la plateforme, c'est au niveau de la plateforme que se réfugiait le tueur une fois qu'il avait tué, et qu'il entassait ses cadavres. Après une enquête assez longue, le capitaine Langlois traque le tueur, le bloque, exactement comme à la chasse, le tue à bout portant et disparaît. Il le tue à bout portant, ce qui n'était pas conforme à son état, puisqu'il était capitaine de gendarmerie. Il aurait dû y avoir une procédure avant la mise à mort, évidemment. Il disparaît. Et puis il revient, plus tard. Cette fois, il est commandant de louveterie. Bon, vous savez que ces organisations de louveterie ont été reconstituées sous l'Empire et surtout sous la Restauration. Elles existent toujours. À l'époque, elles avaient une réalité très sensible. On considérait que le loup était un animal nuisible, qu'il fallait absolument tuer, et je me suis rendu compte, en tout cas dans les Hautes-Alpes, qu'il ne fallait pas plaisanter avec ces questions de loup. Il ne fallait pas leur dire aux gens qu'on voulait conserver le loup comme un élément de patrimoine. J'ai eu l'occasion de discuter avec un président de conseil général qui, vos propos commençaient à rendre fou furieux, donc j'ai battu très vite en retraite. Donc le commandant de louveterie revient et il organise une chasse au loup parce qu'un loup énorme menace la population et les troupeaux. À la suite d'une très très longue traque, aussi, d'une grande chasse à courre, essentiellement effectuée à pied, mais aussi à cheval, on voit les trompes qui interviennent. Le loup est bloqué, il est sur ses fins, comme on dit à la chasse, et il est tué à bout portant par le capitaine Langlois. Le capitaine Langlois va s'installer dans la région, il va se marier, vivre honorablement, et puis il a un choc un jour
qui est le suivant. Vous vous imaginez, vous vous rappelez peut-être cette scène absolument prodigieuse de Chrétien de Troyes. C'est une noix blanche sur la neige qui a été blessée, elle saigne, et Chrétien de Troyes décrit très très longuement, c'est magnifique, le sang qui coule de la blessure de cette oie blanche et qui se répand sur la neige blanche. Le capitaine Langlois arrive dans une ferme, commande une oie blanche, demande une hache, il neige, là aussi, il coupe la tête de l'oie, répand le sang de la neige, il est fasciné par le sang, et il a compris que il est victime de cette fascination pour le sang. Il va donc se suicider. Et alors, il y a deux phrases dans ce roman qui se répondent de façon parfaite. C'est bon, voilà, j'ai oublié de les noter. Je prends un petit... Nous sommes restés là un petit moment face à face à travers 50 mètres, puis Langlois s'est avancé pas à pas jusqu'à être à 3 pas en face de l'homme. Là, ils eurent l'air de se mettre d'accord, une fois de plus, l'homme et lui, sans parole, et au moment où vraiment on n'allait plus pouvoir supporter d'être là, où on allait crier « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Il y eut une grosse détonation, et l'homme tomba. Langlois lui avait tué 2 coups de pistolet dans le ventre, des 2 mains, en même temps. « C'est un accident, » dit Langlois. Quant à lui, en rentrant chez nous, il trouva la lettre de démission qu'il avait commencé à rédiger. Il ajouta « Manque de sang-froid regrettable dans le service, des tentes de pistolets trop usées qu'un examen soigneux des armes aurait dû déceler, ont causé ce terrible accident pour lequel je suis sans excuse. » Il mit sa lettre sous enveloppe et l'envoya. Et puis, ça c'est la mort du loup. Nous voyons ainsi que devant les pattes croisées du loup, il y a le chien de Curnier, couché, mort. Alors le loup a tué le chien. Et que la neige est pleine de sang. Il s'en est passé des choses pendant le silence. Langlois s'avance, le loup se dresse sur ses pattes, ils sont face à 5 pas, paix. Le loup regarde le sang du chien sur la neige, il a l'air aussi endormi que lui. Langlois lui tira 2 coups de pistolet dans le ventre, des 2 mains en même temps. Ainsi donc, tout ça pour en arriver encore une fois à ces 2 coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite. Vous voyez, il a un parallélisme parfait. D'une certaine façon, le capitaine Langlois qui tue l'homme, qui tue le loup, dans l'homme étant lui-même une sorte de loup-garou, qui entasse ses cadavres dans l'arbre, et lui-même atteint lui aussi de cette sorte de maladie. Donc le roi sans divertissement est un exemple parmi d'autres de ce que apportait de la littérature dans le domaine, comme explicitation du personnage du loup-garou. Donc au total, pour répondre à la question initiale, qu'est-ce qui fait que vont se rassembler du 15 septembre au 31 mars 2, voire 3 fois par semaine un groupe? Quelle nécessité les pousse à accomplir cette action répétitive extrêmement ritualisée? Eh bien, c'est la répétition, la transformation
on peut l'interpréter de cette façon-là, dans ce contexte où les choses se répètent, se reproduisent de génération, de siècle en siècle. C'est une sorte de reproduction de l'acte indicible dont parle René Girard. C'est l'exécution du semblable dans un contexte de chasseur qui se transforme, le temps de la chasse, le temps du festin rituel, mais peut-être après aussi, en loup-garou. Voilà l'analyse que je fais à ce stade de tout ça. Alors je vous laisse la parole. Je peux ajouter aussi en bibliographie ce recueil paru chez Brepols, publié par la section des sciences religieuses sur les sacrifices humains. Alors il y en a qui démystifient ou démythifient. Par exemple, un article sur les histoires de Moloch, le roi effroyable. Je vous rappelle que selon l'historiographie traditionnelle, Moloch, le dieu des Carthaginois et des Phéniciens, est représenté sous la forme d'une idole qui est installée au fond de toute une série d'enceintes successives. Et dans la première enceinte, on dépose un peu comme dans le temple de Jérusalem, dans le fond, on dépose des offrandes assez basiques, des produits de la nature, puis des oiseaux, puis des animaux, et dans la dernière enceinte, là où se trouve l'idole, au-dessus d'un brasier, on dépose une vraie offrande, son premier-né. Et cette théorie vient d'être contrecarrée par un auteur, Sergio Rivichini, dans cet ouvrage. Donc là, le meurtre du premier-né est quand même quelque chose qui a suffisamment frappé les esprits pour que ça ait pu être la figure du massacre des saints innocents dans l'un des évangiles apocryphes. Je peux faire passer aussi celui-là. Ils sont passés tout ça dans le bon sens. Moi j'ai une petite réaction par rapport à Jean Giono qui vient appuyer ce que vous avez dit. Si mes souvenirs sont bons, Langlois se met un peu dans la peau de ce tueur et arrive à comprendre qu'il est fasciné par le sang et que le soir de la messe, il n'ira pas tuer les gens. Alors qu'il y a des meurtres qui sont vraiment très très réguliers. Et il sait que le soir de la messe, il ne va rien avoir, et c'est ce qui se passe, alors que la population est terrorisée, mais lui a réussi à intégrer le pourquoi de ce crime, et on peut mettre ça aussi en rapport avec l'Eucharistie, en fait. Puisqu'il y a l'Eucharistie, il y a finalement un spectacle de sacrifice qui n'implique pas de la part du tueur la nécessité de tuer réellement. Oui, ce que vous dites est très, 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 très judicieux et très exact. Et d'ailleurs, pour en revenir à la question du cerf, le cerf est considéré comme un animal christique. Le cerf est considéré comme un dieu en Asie mineure et dans la Gaule. Et en Gaule, il est considéré comme un dieu pour deux raisons, je pense. La première, c'est à cause de sa puissance sexuelle, mais pas seulement. C'est à cause du fait qu'il est un symbole de résurrection, puisque c'est l'un des rares animaux dont les bois tombent chaque année et repoussent dans les semaines qui suivent de façon plus développée encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop vieux pour que ça puisse continuer de se redévelopper véritablement. Mais ce phénomène-là est le symbole même d'un phénomène de vie. Bien.
Donc le cerf est considéré dans le monde païen comme un dieu. Ce n'est pas un hasard, donc, si à partir de saint Eustache, saint d'Asie mineure, puis par interpolation dans la vie de saint Hubert, le cerf apparaît comme une représentation du Christ, symbole eucharistique. La victime, le Christ étant la victime expiatoire par le bouc émissaire par excellence, la victime tuée sans cause, sans raison de haine. Donc la relation que vous faites entre effectivement, je me souviens très bien de ce passage où Langlois assiste à la messe et on ne sait pas pourquoi, et puis on découvre petit à petit que c'est parce que il veut rentrer dans la peau du tueur, et le sacrifice eucharistique, ceci est à mettre en rapport avec la chasse. Et quand Gaston Phébus parle de catharsis due à la chasse, il fait une référence aussi au sacrifice eucharistique. On a vu qu'il y a des techniques qui se transmettent finalement de chasseur en chasseur ou de bouche à oreille de druide dans Astérix. Est-ce que ce sens-là que vous avez expliqué, est-ce qu'il se retrouve également chez les chasseurs ou est-ce qu'il ne fait que réapparaître de temps en temps, par exemple chez Gaston Phébus ou par diffusion avec quand j'ai exposé mes théories au grand complet dans sous la forme d'un article paru dans les mélanges Harwell, que j'ai transmis ça à des membres de la société de vénerie, ils ont trouvé que c'était tout à fait peu crédible. Et ça les dérange beaucoup. Bien. Ça les dérange. Je pense que, alors en revanche, j'ai entendu des gens faire, comme moi, l'analogie entre le chaman et le maître d'équipage, une fois ou deux. Et comme par hasard, d'ailleurs, la personne qui faisait cette analogie entre le chaman et le maître d'équipage, à un moment de sa vie, une fois qu'il avait fait le bois, parce qu'il faisait le bois, ce personnage était un haut fonctionnaire local des finances. Bon, c'est pas indifférent de savoir. C'est quelqu'un comme, c'est pas un paysan superstitieux. Cet homme fait le bois, et lorsque l'animal chassé était qu'on retrouvait à la curée était l'animal qu'il avait lui-même vu au moment du bois, il demandait le cœur de l'animal et le mangeait cru. Ouais. Il le mangeait cru. J'ai repéré une autre personne aussi tout à fait civilisée qui mangeait le cœur cru, et je lui ai demandé pourquoi il mangeait le cœur cru. Alors, j'ai eu deux bribes de réponse. On ne répond pas à ces trucs-là. La première, c'est que le goût du sang frais et la certitude que c'était une survalorisation sexuelle. Voilà, comme la corne de rhinocéros. Donc, on entre là vraiment dans des... et puis j'ai vu aussi un groupe, là c'était un groupe de suiveurs qui, dans certains endroits, avant la curée, prélèvent le foie et le font cuire sur place et le mangent entre eux. Là, on a quand même un certain nombre d'actes qui
sont tout de même très surprenants, et en tout cas qui dénotent une sorte de rapport avec des rapports archaïques. Hein. Est-ce que c'était un rapport justement parce que c'était un haut fonctionnaire des finances qu'il avait lu, qu'il avait beaucoup réfléchi à ces choses, il s'était réapproprié un rapport archaïque, ou est-ce que vraiment ça lui venait du fond de son inconscient, du fond de ses tripes, et il s'était mis à manger des cœurs, à votre avis? Je lui ai posé la question, il m'a dit que ça lui faisait un véritable plaisir de pouvoir manger le cœur de l'animal qu'il avait repéré, qui avait pu être tué. Et je pense qu'il a commencé à s'intéresser à l'interprétation du rituel de la chasse après. D'accord. Ouais. Et on retrouve toute une série de choses. Bon, après, il y a aussi il y a un geste qui ne se fait plus du tout, depuis quelques années dans cet équipage-ci, c'est le geste par lequel on coupe les testicules, les dentiers du cerf. Vous savez tous que, toutes les cuisinières en tout cas en sont persuadées, que si on garde les testicules d'un lièvre, il va prendre un goût d'urine. Ce qui est un raisonnement assez bizarre, mais sur le marché, vous ne trouverez pas un lièvre qui ait gardé ses attributs de lièvre. Bon. Et donc, la même chose s'est faite avec les cerfs, pour la même raison. Mais ici, ça ne se fait plus. Et alors, du temps que, quand ça se faisait, il y avait quelqu'un qui était préposé à la chose et qui gardait les testicules dans deux buts. Le premier, de les manger, bien sûr, et le deuxième, de faire avec la peau des bourses. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont les chiens qui mangent les dentiers. Mais c'est aussi, vous voyez, le prélèvement des antérieurs, des bois, du foie, du cœur, des dentiers, ce sont quand même toute une série de gestes qui constituent même un ensemble un peu systématique. C'était devenu un repas archaïque, vous pensez ? Je pense que le fait de manger le foie, en tout cas, manger le foie, c'est un repas archaïque. C'est un repas archaïque. Le fait de manger le cœur, c'est encore plus sacrificiel, évidemment. Manger le foie, c'est plus convivial. Ils sont une quinzaine à manger le foie. J'avais essayé un jour de m'immiscer dans leur affaire. Ils n'aiment pas. C'est réservé. Bon. Excusez-moi, une autre petite chose qui me vient à l'esprit. Quand vous parlez de la nappe, qui est donc la peau de l'animal avec sa tête, qui cache les viscères avant qu'on les serve aux chiens, dans les grands repas, les grands banquets, on a l'équivalent pour les humains, lorsqu'on veut remettre les plumes sur des plats de volaille qui pourtant sont cuisinés, on a à peu près la même chose. Et donc on fait le même honneur dans un banquet royal ou je sais pas quoi aux chiens, mais avec de la langue crue. C'est un peu l'équivalent. Dans la description des festins du XIVe siècle, on voit ça très clairement. C'est la deuxième mort aussi de l'animal. On l'a déjà tué à la chasse et on le retue lors du repas. Oui, à la cour de Philippe le Bon, on présente des cygnes qui sont emplumés, et puis du cygne sortent tout d'un coup des oiseaux, et puis on mange le... C'est dans Apicius, c'est dans Apicius, il n'y a pas une recette comme ça Il y a peut-être des choses comme ça aussi, c'est déjà chez les Romains, oui, c'est bien possible.
Mais là, il s'agit vraiment... dans les festins en question dont on parle, on peut penser que c'est des raffinements d'amusement, peut-être. Est-ce que c'est un caractère religieux? Je ne sais pas. Dans le cas de la curée, c'en a véritablement un, ça, c'est certain. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à identifier encore, c'est l'organisation de la curée. On est dans un espace circulaire. On peut imaginer que ça forme 4 points cardinaux théoriques. Vous avez, mettons dans la partie basse, au sud, vous avez les chiens. Au centre, vous avez l'animal. De l'autre côté, au nord, vous avez le cœur des piqueux. Et puis, à l'est, vous avez le cœur des maîtres. Et à l'ouest, de l'autre côté, vous avez un rassemblement plus ou moins organisé des suiveurs. Et ce que j'ai noté, en tout cas, c'est que ce dispositif varie assez peu. Et je me demande si ça a un sens. Je pense que ça en a un. Si vous dans les baptistères, je fais une analogie qui est peut-être tirée par les cheveux, mais dans les baptistères paléochrétiens, on entre par l'ouest et on sort par l'est. Et dans l'intervalle, on a été baptisé. Il y a un dispositif cardinal du baptême paléochrétien. Je me demande si, dans cette trajectoire que font les chiens depuis le lieu où ils sont en boule jusqu'au lieu où ils se repaissent, s'il n'y a pas quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais c'est une hypothèse dont j'attends la réponse. J'avais été frappé à propos du chaudron et des tripes dans les recherches que vous avez faites, du fait qu'à Versailles, sous l'Ancien Régime, on donnait aux chiens la veille de la chasse un bouillon de tripes concocté dans une marmite ronde. On est là. Et c'est d'autant plus étonnant que les tripes, c'est quand même quelque chose de lourd à digérer, y compris pour les chiens. C'est très énergétique, d'accord, mais chacun sait que pour faire chasser les chiens, il vaut mieux qu'ils aient le ventre vide que plein. Et je trouve que le fait de leur donner les tripes a quelque chose de significatif. Surtout, c'est qu'une fois, parce que le reste du temps, c'est du pain. Bon, c'est peut-être juste le coup de fouet. Mais il y a aussi, effectivement, le fait que ce soit une marmite ronde, les ingrédients choisis, il y a quand même une sorte de rituel. Ouais. Les chiens savent que c'est la veille de la chasse, puisqu'ils mangent de la viande aussi. C'est ça, ouais. C'est peut-être pour leur donner le goût de la viande. Peut-être. Bon. D'autres remarques? Juste en passant, si vous n'avez jamais vu l'adaptation cinématographique d'Un roi sans divertissement, c'est un film exceptionnel. Qui date des années, je crois, 70-80, je ne sais plus, 70 peut-être. Giono était encore vivant, il a participé à l'élaboration du film. Et c'est un film qui a été tourné en couleur, mais qui est en noir et blanc. Donc c'est assez bizarre, mais par le traitement de l'image, ils ont fait quelque chose de un film sur l'ennui absolument magnifique, parce que c'est l'ennui qui pousse le tueur à commettre ce qu'il fait. Et ça a été un fiasco financier total. Et suite à ce film, on a tout de suite dit que c'était un film pour les cinémathèques, mais malheureusement, il a arrêté complètement de faire des films comme ça. Il s'est lancé dans des grands films commerciaux. J'ai oublié son nom, mais c'est aussi important pour son histoire personnelle. Mais du tueur, on ne sait rien en réalité. On sait simplement que c'est un bourgeois rural. On l'appelle MV. Oui, il a des initiales. Ça peut être n'importe quoi. Oui.
mais on ne sait pas pourquoi il fait ça. Peut-être justement parce qu'il cherche un sens. La vie bourgeoise de l'homme architectulier, c'est la vie la plus affreuse qui soit, ennui, et dans la chasse, il trouve peut-être des Chasse à l'homme. sens, voilà, chasse à l'homme, qui lui ramène à un sens profond, caché de l'existence. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. C'est la citation de Pascal. Oui, c'est la citation de Pascal. Mais cet animal, ce tueur se comporte comme un animal, puisqu'il il va se servir de l'arbre comme une sorte de réserve. C'est peut-être l'échec de la quête du sens, finalement. Il ne parvient pas au stade de l'homme qui comprend pourquoi il le fait, il en reste au stade de l'animal, avec une fascination un peu brute pour le sang dans la neige, et il n'arrive pas à passer par-dessus, qui serait comprendre pourquoi il est fasciné par le sang pour la neige. Ça, c'est Langlois qui est fasciné par le sang. C'est Langlois qui découvre peu à peu qu'il est fasciné par le sang. Le tueur tue sans qu'on connaisse aucun de ses mobiles. On sait qu'il tue dans la neige aussi, parce qu'il y a une longue traque dans la neige à un moment. On sait qu'il tue dans la neige. Mais moi j'aurais tendance à avoir une assimilation entre le tueur et une sorte de loup-garou, quoi, le vampire, l'homme est un Mr. Hyde et Dr. Jekyll, les deux à la fois, un bourgeois rural dont on connaît la femme, puisque Langlois va lui rendre visite, mais lui on ne le connaît pas, enfin on sait par le truchement, par le miroir de la femme qu'il vit de façon comme un notable. Il y a la face solaire du notable et la face lunaire du loup-garou. Et Langlois lui-même en est un aussi, finalement. Ça doit être une sacrée découverte. Comment ? Ça doit être une sacrée découverte de se découvrir cette face-là. Il découvre la chose devant la représentation de loi. Bon, après, la mort de Langlois est assez difficile d'interprétation parce qu'il va demander un bâton de dynamite qu'il va fumer à la manière d'un cigare jusqu'à ce qu'il explose. Bien. Alors, quittons-nous là-dessus. Nous sommes au moment de la pleine lune, pratiquement. Les loups-garous sont dans le jardin du Luxembourg.